Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Saül existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Saül se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Saül hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo, et le terrifiant mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Saül ne comptait parmi ses mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentèrent des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Saül, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Saül. Et ce n'était pas un petit périple. Le Saül était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Saül comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Saül et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Saül entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières. Mais comment le Saül a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Saül. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Saül. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Saül, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Saül n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé.
Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'un cinquième des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan Arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argolan s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argolan ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argolan s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes. Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenues un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. Les scientifiques recherchent un morceau de terre qui manque à l'appel depuis plus de 100 millions d'années.
pas de quoi défrayer la chronique, puisque les gens cherchent constamment des informations sur l'histoire de notre planète. On pourrait croire qu'il ne s'agissait que d'une île minuscule, quelque part au milieu de l'océan. Eh bien, on aurait tort, car ce continent était autrefois aussi grand que tout le territoire des États-Unis. Pendant longtemps, les géologues se sont demandé si un énorme morceau de l'Australie contemporaine ne s'était pas volatilisé. Certains pensaient qu'il était simplement tapi quelque part au fond de l'océan. Mais grâce à des spécialistes néerlandais et à 7 années de recherche, nous savons désormais que des morceaux de cette terre perdue se sont retrouvés mêlés au sol des jungles luxuriantes de l'Asie du Sud-Est. Les continents que nous voyons aujourd'hui dans nos manuels de géographie sont comme des pièces de puzzle éparpillées. Vous pouvez même mener une petite expérience pour vous en rendre compte par vous-même. Trouvez une carte du monde en ligne et imprimez-la. Découpez tous les continents et amusez-vous à les rassembler. Vous remarquerez qu'ils s'emboîtent tous. La chose la plus frappante que vous verrez est probablement à quel point l'Amérique du Sud s'adapte parfaitement aux côtes de l'Afrique. Si vous comblez les océans qui se sont formés au cours des 200 derniers millions d'années, les continents semblent former une gigantesque lettre C. Et ce C est ce que les spécialistes appellent le supercontinent de la Pangée. Il flottait dans un océan appelé Pantalassa, et la partie intérieure de cette lettre C englobait une étendue d'eau plus petite appelée Thétis. C'est dans ce petit océan que les choses se corsent un peu. Au cours de la période jurassique, ce continent disparu, que les scientifiques ont d'abord baptisé Argolan, a laissé un trou béant en Australie, aujourd'hui connu sous le nom de plaine abyssale d'Argo. Les géologues ont d'abord cru que tout cela était dû à un processus de subduction. C'est lorsqu'une partie de la croûte terrestre plonge sous une autre et se recycle au sein du manteau de la planète. Habituellement, les spécialistes peuvent constater cette disparition continentale à travers l'érosion. C'est ainsi qu'ils ont découvert, par exemple, que l'Inde avait heurté l'Asie, résultant en la formation des majestueuses montagnes d'Himalaya. Mais pour Argolan, les choses étaient un peu plus compliquées. Des fragments ont été retrouvés dans des lieux tels que la Birmanie et l'Indonésie. Mais ils semblèrent être des reliques d'un temps révolu et paraissaient beaucoup plus anciens que lorsqu'Argolan était censé s'être séparé de l'Australie. Cela a immédiatement soulevé la question, si un continent peut se comporter de manière si étrange, combien d'autres sont susceptibles de faire de même? Heureusement, les scientifiques ont maintenant reconstitué toute la chronologie d'Argolan et résolu son mystère. Il n'a ni coulé ni été englouti. Il s'est simplement transformé en argopélago, se brisant en plus petits morceaux, appelés microcontinents, et dérivant loin de l'Australie. Ces mini-continents ont ensuite fait un petit bout de chemin avant de terminer dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Cette découverte s'intègre parfaitement dans le puzzle de la Pangée. Elle nous aide à mieux comprendre comment les continents se séparent et se forment. Et tout cela au moyen d'une seule découverte, révélant moult secrets sur la biodiversité et le climat d'autrefois. Si vous souhaitez découvrir d'autres secrets sur l'histoire, les civilisations ou les objets du quotidien, n'hésitez pas à donner un coup de pouce à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Penchons-nous maintenant sur le mystère de cette frontière invisible des espèces en Indonésie. On l'appelle la ligne Wallace, du nom de l'explorateur britannique Alfred Russel Wallace. Il y a plus de 150 ans, Wallace a entrepris un voyage autour de l'archipel malais, accostant sur plusieurs milliers d'îles. Ce qu'il a découvert, c'est que les animaux d'un côté de cette ligne invisible étaient considérablement différents de ceux qui se trouvaient de l'autre côté. Cette frontière forme comme un mur entre les tigres et les marsupiaux, par exemple, ou entre les trogons et les méliphages. Mais nous savons maintenant qu'il y a environ 35 millions d'années, l'Australie s'est séparée de l'Antarctique et a heurté l'Asie. Et ce triangle amoureux continental a engendré des changements majeurs. Il n'a pas seulement altéré l'aspect du paysage, il a aussi perturbé les espèces animales de chaque côté de la ligne Wallace. Plus récemment, un groupe de spécialistes a publié une étude affirmant que cette collision et ce chaos climatique avaient permis aux espèces asiatiques de prospérer au sein de l'archipel malais. D'un autre côté, la faune australienne n'était pas aussi satisfaite de ce nouvel environnement. Il y faisait trop chaud et trop humide pour certains animaux, et d'autres ne pouvaient tout simplement pas s'adapter au mode de vie des îles tropicales. La découverte de cette dérive continentale vers l'Asie pourrait également expliquer la récente découverte d'une autre espèce humaine qui semblait défier l'entendement. Il se trouve que, dans une grotte cachée des Philippines, des archéologues sont tombés sur un nouvel ancêtre de l'homme. Il semblerait qu'il y a environ 50 000 ans, sur l'île de Luçon, existait cette ancienne espèce d'hominidé.
Le directeur de ces recherches a estimé que cette découverte était cruciale pour comprendre l'évolution humaine en Asie. Et il a nommé cette nouvelle espèce d'après son île d'origine, Homo luzonensis. Maintenant, voici où les choses deviennent un peu déroutantes. Il y avait un petit problème avec les ossements découverts par les archéologues. Ils présentaient un étrange mélange de caractéristiques qui n'avaient jamais été observées ensemble chez aucune autre espèce d'hominidés. Des dents plus courtes, semblables aux nôtres, mais des mains et des pieds, qui ressemblaient d'ailleurs davantage à ceux de nos anciens ancêtres. C'est leurs membres arqués en particulier qui lièrent cette espèce humaine à ce territoire méridional depuis longtemps perdu. Ils présentaient le même aspect primitif que l'Australopithecus africanus, par exemple. Sauf que ces deux espèces sont séparées par 2 à 3 millions d'années d'évolution. Beaucoup se sont demandé, l'homme de Luçon est-il vraiment une nouvelle espèce? Tout le monde n'en est pas convaincu. Mais cela pourrait aussi expliquer en quoi les êtres vivants sont affectés par le déplacement constant du sol sous leurs pieds. Juste parce qu'ils n'ont pas beaucoup changé au cours de notre existence, ne signifie pas que nos continents ressembleront toujours à cela. Ils ont évolué à partir de ce vaste supercontinent, et ils finiront probablement dans une position similaire à l'avenir. À ce propos, un géologue de l'université de Lisbonne a tenté de prédire l'avenir des supercontinents de notre planète. Comme point de départ, il s'est rapporté au fameux tremblement de terre qui a frappé le Portugal en 1755, au cours duquel les plaques tectoniques se sont comportées un peu différemment de l'accoutumée. Après des années de recherche, il a formulé une théorie en 2016. Il pensait que les sutures qui existent entre ces plaques tectoniques pourraient y se désagréger, préparant le terrain pour une déchirure plus importante. C'est comme lorsque le verre se fissure entre 2 trous dans le pare-brise d'une voiture. Si cela se produisait, une zone de subduction pourrait s'étendre de la Méditerranée jusqu'à l'Irlande, apportant son lot de volcans, de tremblements de terre et de nouvelles montagnes à ces régions. Si tout se déroulait ainsi, l'océan Atlantique disparaîtrait, tout comme le Pacifique, pour se fondre en une seule grande étendue d'eau. Au lieu des 6 continents que nous connaissons aujourd'hui, nous obtiendrions un nouveau supercontinent baptisé Orica parce qu'il engloberait aussi bien l'Australie que l'Amérique. Ce n'est pas le seul scénario possible cependant. Novo Pangaea pourrait en être un autre, et il est facile à prévoir. L'Atlantique resterait ouvert, et le Pacifique serait clos. Vient ensuite le scénario du continent d'Amasia. Dans son cas, il faudrait imaginer que l'océan Arctique se referme et que l'Atlantique et le Pacifique restent ouverts. Tout se déplacerait vers le nord autour du pôle, sauf l'Antarctique. Un dernier scénario est connu sous le nom de Pangea Ultima. Si la dérive des continents ralentissait dans l'Atlantique, une nouvelle plaque de subduction apparaîtrait sur la côte est des Amériques. Quoi qu'il en soit, si tous les continents entrent à nouveau en collision dans le futur, certains disent que ce ne sera pas une partie de plaisir. On estime que d'ici près de 250 millions d'années, nous aurons l'impression d'être emprisonnés dans un sac plastique étouffant et moite. Étrangement, ce sac restera quand même l'endroit le plus agréable où vivre sur Terre. Les zones côtières, quant aux terres intérieures, elles seront brûlantes, comme un désert ardent. Nombre d'espèces animales que nous connaissons aujourd'hui n'y survivront pas. Quant à nous autres humains, nous devrons faire preuve de créativité si nous voulons survivre à cette chaleur. Nous devrions nous estimer heureux, néanmoins. Ces projections numériques nous permettent de tester toutes sortes de théories intéressantes. Comment ces supercontinents perturberaient les marées, par exemple. En envisageant nos futurs voyages dans l'espace, de tels modèles peuvent nous aider à comprendre le climat des exoplanètes. Autrement dit, celles qui se situent en dehors de notre système solaire. La plus grande clôture du monde s'étend sur plus de 5000 km, du Queensland à l'Australie méridionale. Si elle était déployée, elle pourrait facilement relier Londres à New York. Et si vous la longiez, il vous faudrait 6 mois pour terminer votre promenade. Elle n'a pas été construite pour protéger la frontière australienne. Ce serait inutile, car il n'y a que l'océan tout autour. Elle n'est pas non plus destinée à protéger un bâtiment important. Son but est de garder certaines espèces animales séparées les unes des autres. C'est à la fin du 19e siècle que les Australiens ont commencé à construire cette clôture. Ils voulaient créer une barrière séparant la partie animée du pays, avec des villes prospères comme Melbourne et Sydney, de l'arrière-pays, aride et sec. Ils ont utilisé des poteaux en bois enfoncés profondément dans le sol, reliés par un treillis métallique d'environ 2 mètres de haut. Certaines parties de la clôture ont même une seconde couche électrifiée. Pour s'assurer que cette clôture remplisse sa fonction, ils ont ajouté des lumières rouges et blanches pour pouvoir bien protéger les lieux, même de nuit.
Une équipe de plus de 20 personnes travaille à temps plein pour que tout soit en ordre. Et chaque année, les autorités locales investissent environ 750 000 $ pour entretenir la construction. Pourquoi se donner tant de mal? La principale raison, c'était les dingos. Ces créatures, qui ressemblent à des loups-roux, sont les plus grands mammifères carnivores d'Australie. Et ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire. Ils posaient beaucoup de problèmes aux agriculteurs locaux, en particulier dans le sud du Queensland, où ils attaquaient souvent les moutons. Dans l'ensemble, la clôture fonctionne bien, mais elle a ses défauts. Quelques dingos parviennent de temps en temps à se faufiler à travers. Parfois, ce sont des chameaux sauvages qui l'abîment. En effet, l'Australie possède une population de chameaux assez importante. Mais cette solution a eu quelques effets imprévus. On pensait qu'il y aurait tout simplement moins de dingos à l'intérieur des terres protégées. Mais moins de dingos signifie plus de kangourous. Et plus de kangourous, ça signifie plus de concurrence avec les moutons pour la nourriture. Les grands prédateurs ne sont pas les seuls à être touchés. Les petits animaux et la végétation ont également été affectés. Avec toute cette concurrence dans un espace réduit, les habitants ont remarqué une baisse de la diversité dans la flore et la petite faune. Avec le temps, le sol a perdu beaucoup de ses nutriments, ce qui a nui à la croissance des plantes. De plus, la clôture fait obstacle à la migration des espèces et à la dispersion des graines. Même les dunes de sable sont concernées. Moins d'herbe signifie une baisse de leur stabilité. En observant les kangourous des deux côtés de la clôture, les scientifiques ont remarqué que les petits nez à l'intérieur étaient en moyenne plus légers et moins grands. À l'extérieur, les kangourous avaient des pattes et une tête plus développée. Et ce n'est pas parce que leur régime alimentaire était différent. Les kangourous qui partageaient le territoire avec les dingos devaient grossir plus vite pour survivre. En revanche, ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la clôture se développaient plus lentement. Ils n'étaient pas soumis à la même pression. Ils devaient se rivaliser avec un grand nombre de créatures. Mais leur taille n'était plus une priorité. Les chercheurs ne savent pas encore si cette différence est une solution rapide ou une adaptation génétique à long terme. Mais pourquoi ne pas tout simplement domestiquer les dingos? Beaucoup pensent qu'ils étaient autrefois des animaux de compagnie en Australie, mais ce n'est pas certain. De nos jours, ils sont plutôt sauvages, comme les loups, les hyènes et les coyotes. La plupart d'entre eux ne vivent pas en meute. Ce sont des chasseurs solitaires, dotés d'instincts aiguisés. Il ne sera donc pas facile de les apprivoiser. Toutefois, il n'est pas encore envisageable de démanteler la clôture. Les Australiens sont tellement stricts sur la question des dingos qu'ils ont même mis en place des lois sanctionnant les personnes qui abîmeraient la clôture. Laisser seulement un portail ouvert peut vous valoir une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois. Endommager la clôture peut vous coûter 6 mois de liberté. Ce n'est pas la première fois que les Australiens se sont dit qu'une clôture pouvait les aider à résoudre les problèmes liés aux animaux. Avant de devoir s'occuper des dingos, ils ont connu une très grave invasion de lapins. Aussi mignons soient-ils, ces créatures endommagent les terres agricoles. Les habitants ont donc imaginé une clôture en 3 parties. La première s'étendait de Ravensthorpe, dans le sud, à Pardoe Station, sur la côte de Pilbara. Elle mesurait plus de 1770 km de long, ce qui en faisait à l'époque la plus longue clôture ininterrompue au monde. Tous ces problèmes de lapins peuvent être attribués à un certain Thomas Austin. En 1859, à son arrivée dans le pays, il s'est dit que ce serait une bonne idée de relâcher quelques lapins dans la nature. Il pensait que cela ajouterait un peu de charme à l'endroit. Mais comme les lapins ne sont pas originaires d'Australie, ils n'avaient là pas de prédateurs naturels à l'époque. Ce sont des créatures qui s'adaptent facilement et qui n'ont besoin que d'un peu d'herbe pour se nourrir. Ils se reproduisent également à une vitesse étonnante. Une maman lapin peut avoir 4 portées par an, comptant chacune jusqu'à 5 petits. Très vite, leur nombre a explosé. À la fin des années 1880, les lapins avaient causé tellement de dégâts que les autorités locales ont fait une proposition. Elles offriraient l'équivalent de près de 2 millions de dollars d'aujourd'hui à quiconque trouverait une solution à ce problème aux dents longues. Personne n'a réclamé le prix, mais une commission s'est réunie un peu plus d'une décennie plus tard et a proposé l'idée de la clôture. L'entretien de ces clôtures était compliqué. Des inspecteurs veillaient au grain, chacun d'entre eux étant responsable d'un tronçon d'environ 800 km de long. Des patrouilles surveillaient aussi de plus petites sections, d'abord à vélo, puis à dos de chameau ou en charrette. Ils ont même essayé d'utiliser des voitures à un moment donné, mais elles n'étaient pas adaptées au terrain accidenté et leurs pneus crevaient constamment. Pour ce qui est de son efficacité, eh bien,
En 1902, les lapins traînaient déjà du mauvais côté de la clôture. Alors, 4 ans plus tard, on en a installé une autre. Cela a fonctionné pendant un certain temps et les autorités locales n'ont pas pris la peine de venir en aide aux agriculteurs au-delà de cette deuxième clôture en leur accordant des prêts pour la pose de filets à lapins. Ceux qui se trouvaient entre les deux clôtures avaient cependant du mal à faire face aux problèmes des lapins. Très vite, ceux-ci se sont répandus au-delà de la deuxième clôture et il était maintenant clair que cette solution ne fonctionnait pas. Dans certaines régions, des lapins parvenaient même à franchir les clôtures pendant qu'on les construisait. Aujourd'hui encore, la population de lapins donne du fil à retordre aux autorités australiennes. La clôture des dingos est peut-être la plus longue, mais ce n'est pas la plus étrange. La clôture Aquarium, en Turquie, pourrait bien lui ravir la palme. Cette clôture de 50 mètres a été construite pour que la vue sur l'océan de la coûteuse villa qu'elle entoure soit visible depuis chacun de ses niveaux. Aujourd'hui, elle attire de nombreux touristes qui veulent voir la variété de poissons et de pieuvres qu'elle contient. L'installation d'une structure transparente n'a pas été difficile. Le véritable défi consistait à relier l'aquabarrière à la mer Égée au moyen d'une conduite enterrée s'étendant sur 3960 mètres de terrain. L'eau circule ainsi en permanence, ce qui permet à l'aquarium de rester propre et aux poissons d'être heureux. Afin que personne ne vienne endommager la clôture ou y voler des poissons, le propriétaire a également investi dans la sécurité. Il a installé un réseau de 17 caméras équipées d'un système de reconnaissance faciale. Les visiteurs sont libres de regarder et de prendre des photos. Mais si vous vous approchez trop près, vous risquez de déclencher des alarmes. Une autre de ces étranges barrières est la clôture à soutien-gorge de Nouvelle-Zélande. Si vous passez un jour par le district de Central Otago, vous tomberez peut-être sur une clôture ornée de soutien-gorge de toute taille. Son histoire remonte à 1999, lorsque des habitants ont découvert 4 soutiens-gorge, mystérieusement accrochés à la clôture, le long de la route de Cardrona Valley. Surpris, certaines personnes ont commencé à ajouter leur soutien-gorge au décor. Bientôt, les soutiens-gorge ont foisonné, et l'endroit est devenu un lieu très touristique. Sa popularité était telle que, parfois, il y avait des problèmes de circulation dans la région. Les scientifiques affirment qu'Icelandia était une région située entre le Groenland et la Scandinavie qui s'étendait sur plus de 600 000 km², mais qui est aujourd'hui sous l'eau. La Terre était autrefois une grande pizza dont tous les continents étaient reliés les uns aux autres il y a des millions d'années. Appelée la Pangée, la région de l'Atlantique Nord que nous connaissons aujourd'hui était une terre sèche il y a environ 175 à 335 millions d'années. Pendant de nombreuses années, les scientifiques et les géologues ont supposé que l'océan Atlantique Nord était né lorsque la Pangée a commencé à se séparer, il y a environ 200 millions d'années. De même que les volcans dans la région où se trouve l'Islande, le pays est né il y a seulement 60 millions d'années, lorsqu'il s'est détaché et a navigué loin de toutes les autres terres. Et comme la Terre était comme une grande pizza, elle s'est divisée comme telle. De nombreuses terres se sont séparées en de nombreux morceaux, grands et petits, créant les continents que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette nouvelle théorie suggère que le résultat de la division de la Pangée a laissé une Terre qui s'étendait sur environ 300 km. Et il y a environ 10 millions d'années, ce morceau de terre a été submergé par les eaux venant des côtés est et ouest, ne laissant que la pointe de terre qui est à présent l'Islande. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, elles s'écrasent les unes sur les autres, ce qui a donné forme à notre paysage actuel. Tout cela grâce au manteau terrestre. Cette nouvelle théorie radicale va à l'encontre de tout ce qui est écrit dans les livres d'histoire et de ce que les scientifiques ont étudié, et elle a suscité beaucoup de scepticisme et de critiques. Mais en analysant le plancher océanique sous l'Islande et la croûte terrestre, nous pouvons supposer que cette idée n'est pas si farfelue. Il se trouve que la croûte sous l'Islande est beaucoup plus épaisse que les croûtes typiques. La croûte océanique est composée de roches fondues, uniques par rapport aux croûtes terrestres sur lesquelles nous marchons et vivons, et elle est beaucoup plus dense. La couche la plus fine de la Terre est la croûte terrestre, où la vie prend place. Elle est essentielle pour l'eau, la culture des aliments, la collecte des ressources naturelles et des minéraux, et la respiration de l'oxygène. Elle s'enfonce sous l'eau, mais juste au-dessus du manteau terrestre. Elle se renouvelle aussi car elle est constamment recyclée dans le manteau et remonte. C'est pourquoi les roches de la croûte océanique ont une épaisseur d'environ 40 km, contre seulement 8 km partout ailleurs. C'est d'autant plus logique qu'on y trouve une forte concentration de volcans. Les études magnétiques du fond de l'océan montrent des couches de croûte fondues en forme de bande.
De plus, étant donné que le champ magnétique de la Terre a changé de polarité pendant des millions d'années, cela a joué un rôle dans le façonnement de notre paysage. Mais il n'y a pas encore de preuves concrètes pour prouver cette nouvelle théorie. L'une des premières étapes consiste à commencer à creuser le fond de l'océan près de l'Islande. Le zircon est un minéral très solide qui peut durer des milliards d'années malgré l'érosion de la croûte terrestre. Et en prélevant des échantillons et en les étudiant, les chercheurs peuvent estimer l'âge géologique des continents. Cela permettra de savoir si la croûte est bel et bien océanique, laquelle est plus épaisse, ou continentale, laquelle est la croûte ordinaire sur laquelle nous marchons. Mais ce n'est pas un projet qui se fait du jour au lendemain, et il coûtera très cher. Un autre moyen est de faire des relevés sismiques qui permettent de mesurer les échos à partir de navires de recherche. Forer des trous à des kilomètres de profondeur dans la croûte peut aussi aider à la recherche. Mais cela coûterait encore plus cher que d'étudier les minéraux de zircon. Certaines plantes fossilisées endémiques de la Scandinavie et du Groenland pourraient prouver qu'Icelandia était autrefois à la surface et peut-être parsemée d'arbres. Ce n'était pas une terre froide comme aujourd'hui, si bien qu'elle a peut-être eu des forêts. Néanmoins, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de preuves fossiles d'animaux communs aux deux terres pour suggérer quoi que ce soit. Mais peut-être que le temps nous le dira. La théorie va plus loin et suggère qu'il pourrait y avoir existé une plus grande Icelandia. Avec l'Islande, l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Scandinavie et le Groenland réunis en un seul micro-continent, ce pourrait être une destination pour les amateurs de l'hiver et un endroit idéal pour le ski. Il serait possible de relier le Canada à la Grande Icelandia par un train traversant l'océan, ce qui ouvrirait encore plus l'économie. L'Islande a une superficie d'environ 103 000 km², ce qui est déjà assez grand. Et si la Grande Icelandia était présente aujourd'hui, l'Europe serait un tout autre continent. De nombreuses théories circulent sur d'autres potentiels micro-continents cachés dans le monde. Les scientifiques ne sont pas certains de la possibilité de l'existence d'Icelandia, mais si toutes les études menées ont été faites correctement, alors la théorie pourrait changer tout ce que nous savons sur l'Islande et l'océan Atlantique Nord. Et cela pourrait ouvrir la voie à d'autres micro-continents engloutis dans le monde. Une autre théorie existe. La Nouvelle-Zélande était la pointe d'un sous-continent perdu encore plus grand qu'Icelandia, appelé Zéalandia. Des études montrent qu'il s'est séparé du supercontinent Gondwana il y a 79 à 83 millions d'années. Les scientifiques affirment que c'est le continent le plus fin et le plus jeune découvert sous l'eau. Le craton est une roche centrale qui sert de fondation principale à la plupart des continents. Il a au moins 1 milliard d'années, mais la croûte continentale qui constitue Zéalandia n'en est composée qu'à moitié, ce qui la rend assez jeune. Cela signifie qu'il manque une partie du craton, même s'il contient des restes de roches plus anciennes et des parties du manteau. On estime qu'ils ont jusqu'à 2,7 milliards d'années. Les scientifiques ont fait des études sur les cristaux de zircon de la Nouvelle-Zélande et ont découvert qu'ils avaient jusqu'à 1,3 milliard d'années. Le reste des continents a plus de 3 milliards d'années. Les scientifiques ont étudié la composition des roches du fond de l'océan autour de la Nouvelle-Zélande. Ils sont composés de silice et de granit que l'on trouve dans les croûtes continentales. Les fonds océaniques contiennent principalement des roches riches en magnésium et en fer. Ils sont aussi plus épais et plus hauts que les croûtes océaniques ordinaires qui l'entourent. Ils ont mené quelques études et collecté des données magnétiques et topographiques pour voir le lien entre la mer de Tasmanie et la mer de Corail dans la région de Cato Trough. Il s'agit de la bande étroite entre Zéalandia et l'Australie. Les données satellites ont suivi de minuscules failles dans la gravité de la Terre pour cartographier la croûte du fond de l'océan entourant la région. Ils ont clairement identifié la masse qui constitue Zéalandia, presque de la taille de l'Australie. Même si les signes sont là, cela ne prouve rien. Il est possible qu'il y ait un tas de microcontinents qui se soient tous séparés lorsque l'Australie s'est détachée du Gondwana. À l'époque, le supercontinent était composé de l'Amérique du Sud, de l'Antarctique, de l'Australie, de Zéalandia, de l'Arabie et du sous-continent indien. Les croûtes continentales ne sont pas les mêmes que les autres croûtes océaniques qui les entourent. La Nouvelle-Zélande n'est pas le plus grand pays du monde, mais si les théories sont correctes, alors Zéalandia ferait 6 fois sa taille actuelle. L'île Maurice est une île jeune qui n'a que quelques millions d'années. À seulement 1900 km de la côte africaine, on pense que cette petite île est née il y a environ 9 millions d'années. Les volcans sous-marins de la région ont craché tellement de lave qu'ils ont formé les terres actuelles. Mais les scientifiques y ont trouvé des roches de zircon qui ont plus de 3 milliards d'années. Il se peut qu'elles fassent aussi partie d'un continent submergé appelé Mauritia, qui ne fait qu'un quart de la taille de Madagascar.
Les zircons qu'ils ont trouvés étaient enfouis dans des roches solides et pas seulement dans le sable. Ce qui peut exclure qu'ils se soient simplement échoués sur le rivage depuis un autre continent. Certains scientifiques ne sont toujours pas convaincus. Ils suggèrent que la découverte de roches qui ne se distinguent des autres roches typiques apportées par une éruption pourrait faire pencher la communauté scientifique vers cette théorie. Mais tout comme Icelandia pourrait faire partie de la Grande Icelandia, Mauritia s'appelait autrefois Rodinia, qui comprenait l'Inde et Madagascar. Selon certaines théories, Mauritia était recouverte d'eau lorsque l'Inde s'est détachée de Madagascar il y a environ 85 millions d'années. Connaissez-vous le nombre de continents sur Terre? La réponse semble évidente, 6. Mais un instant, l'Europe et l'Asie ne forment-elles pas un vaste ensemble appelé Eurasie? Ce pourrait sembler être le cas si l'on observe une carte du monde. Cependant, les scientifiques ont une approche différente. Ils ne se contentent pas de considérer les terres émergées. Les géologues examinent également la composition des roches qui forment les continents. En adoptant leur perspective, le nombre de continents peut même augmenter. Les continents perdus ne sont donc pas une légende. Certains ont existé, ou du moins ont existé dans le passé. Et ces continents ne sont pas toujours submergés. Ils se trouvent parfois enfouis sous d'autres terres émergées. Surprise! Des chercheurs ont récemment mis au jour un continent de ce type, le Grand Adria. Cela vous est peut-être familier? Effectivement, il existe un lien avec la mer Adriatique. Ce continent disparu est entièrement enfoui sous l'Europe. Il est entré en collision avec celle-ci et a commencé à s'enfoncer il y a environ 140 millions d'années. De nos jours, il repose sous l'Italie, la Grèce et les Balkans. Sa taille et sa forme sont comparables à celles du Groenland, la plus grande île au monde. Mais comment les géologues ont-ils identifié le Grand Adria? Bien qu'il ne soit plus visible, il a laissé des traces. Des fragments se sont retrouvés intégrés aux Alpes, tandis que d'autres ont été incorporés dans l'Italie et la Croatie actuelle, de l'autre côté de la mer Adriatique. Les roches calcaires de ce continent disparu ont subi des transformations une fois ensevelies sous l'Europe. Des millions d'années de chaleur intense et de pressions énormes ont modifié leur structure. Le calcaire a cédé la place au marbre. Les temples grecs et romains que vous admirez lors de vos vacances ont été bâtis avec ce même marbre, héritage d'un continent oublié depuis longtemps. Le Grand Adria est ainsi resté caché durant des millénaires. Pourtant, d'autres continents disparus étaient à portée de vue. Connaissez-vous le 7e continent de la Terre, la Zélandia? Probablement pas, puisqu'il repose sous les eaux du Pacifique. Aujourd'hui, 95% de ce continent est immergé. Pouvez-vous deviner son emplacement exact? Son nom vous donne un indice. Il se situe sous la Nouvelle-Zélande. Si vous consultez Google Maps, vous pouvez discerner son contour, visible comme une zone d'un bleu plus clair, s'étendant de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Autrefois, cette élévation dépassait du niveau de la mer et représentait environ les 2/3 de l'Australie, soit plus du double de la superficie du Grand Adria. Nous pouvons localiser aujourd'hui la Zélandia car elle n'a pas été submergée trop profondément. C'est aussi la meilleure méthode pour identifier d'autres continents perdus. Imaginez la Terre sans ses océans. Le fond marin n'est pas uniforme. Il est composé de montagnes et de tranchées. On pourrait plonger le mont Everest dans la plus profonde d'entre elles, la fosse des Mariannes. Et il resterait encore 2000 mètres jusqu'au niveau de la mer. Cette profondeur extrême résulte d'un processus géologique appelé subduction, où la plaque du Pacifique s'est enfoncée sous la plaque philippine. La croûte terrestre est constituée de plaques qui flottent dans un manteau de roches en fusion. Lorsqu'elles entrent en collision, l'une s'enfonce tandis que l'autre s'élève. C'est ainsi que le Grand Adria a terminé sous le continent européen. Notre planète est en perpétuel mouvement, mais nous ne remarquons pas ce phénomène car il se déroule profondément sous nos pieds. Il y a 120 millions d'années, l'Australie et l'Antarctique formaient un seul et même territoire. Eh oui, les régions les plus froides et l'un des lieux les plus chauds de la Terre étaient autrefois réunis. L'Antarctique s'est séparé de l'Australie, mais il n'est pas parti les mains vides. Aujourd'hui, un plateau océanique se trouve dans l'océan Indien. Le terme de plateau désigne une zone de terre plate surélevée, et ce plateau porte le nom évocateur de Broken Ridge, un peu comme un titre de film hollywoodien. Autrefois, il était relié à un autre continent perdu, le microcontinent de Kerguelen, et aurait constitué un pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique. Mais quel était l'aspect de ce territoire? La réponse pourrait se trouver dans ce petit archipel situé dans l'océan Indien austral, les îles Kerguelen. Ces îles sont les vestiges de l'ancienne masse terrestre. Leur climat est froid, et elles abritent des glaciers en raison de leur proximité avec l'Antarctique. Cependant, à l'époque,
Le climat devait être tempéré, avec des précipitations abondantes. La faune et la flore de ce continent perdu étaient probablement semblables à celles des régions tropicales actuelles, et son paysage devait ressembler à celui de la Nouvelle-Zélande. En parlant de cette région, pouvez-vous deviner à quel continent l'État insulaire de Madagascar appartenait autrefois? Si vous avez répondu l'Afrique, vous vous trompez, mais personne ne vous en voudra. Regardez en haut à droite de la carte. La bonne réponse est l'Inde. Il y a environ 120 millions d'années, elle s'est détachée du continent africain et s'est dirigée vers le nord-est. Madagascar n'a pas réussi à suivre et s'est retrouvée en tant qu'île au large de la côte sud-est de l'Afrique. Toutefois, des traces d'une masse terrestre encore plus vaste ont été découvertes. Le continent perdu de Mauritia. Les scientifiques ont trouvé des vestiges de cette terre ancienne sous l'île Maurice. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu touristique assez prisé, mais il y a des millions d'années, c'était un véritable point chaud parsemé de volcans. Les scientifiques ont pu retrouver les vestiges de Mauritia grâce à un minéral, le zircon, présent dans les roches volcaniques. Cette terre perdue couvrait autrefois une zone allant de l'île Maurice jusqu'à la côte ouest de l'Inde. Si ce territoire existait aujourd'hui, il offrirait une riche combinaison de cultures indiennes et africaines, avec des plats locaux assurément épicés. En parlant d'épices, avez-vous déjà goûté à la cuisine indonésienne? Il y a seulement 50 000 ans, l'Asie du Sud-Est présentait un visage très différent. Sumatra, Bornéo, Java et même l'Australie n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. On trouvait alors deux masses continentales, Sunda et Saül, séparées par une profonde fosse océanique. D'un côté, il y avait l'extension du continent asiatique, Sunda, et de l'autre, la Grande Australie, Saül. À cette époque, Bali était encore situé à l'extrémité sud de l'Asie. Les biologistes ont été parmi les premiers à observer cette séparation, car les espèces se sont développées de manière distincte sur Sunda et Saül. C'est pourquoi l'Australie abrite des animaux uniques, comme le kangourou, le wombat et l'ornithorynque. Saviez-vous qu'un kangourou géant vivait autrefois en Nouvelle-Guinée? Cela s'explique par le fait qu'un pont terrestre reliait l'Australie jusqu'à la fin de la dernière glaciation. Aujourd'hui, les deux îles sont séparées par le détroit de Torres, qui est relativement peu profond, avec à peine 20 mètres d'eau. Cela nous rappelle que cette région formait autrefois une seule masse continentale appelée Saül. Un autre détroit océanique d'à peine 50 mètres de profondeur sépare l'Asie de l'Amérique du Nord. Le détroit de Bering se trouve aujourd'hui à l'emplacement de l'ancienne Béringie. Cette ancienne masse terrestre n'était pas particulièrement étendue, s'étirant sur environ 1600 km du nord au sud, soit seulement un tiers de la distance entre Los Angeles et New York. La Béringie revêtait une importance supplémentaire. Pendant les glaciations, elle formait un pont entre les continents. À cette époque, les niveaux marins étaient inférieurs de 90 mètres à ceux d'aujourd'hui. Si le niveau de l'eau avait baissé davantage, il aurait été possible de marcher du cap de Bonne-Espérance en Afrique jusqu'au cap Horn en Amérique du Sud. Voilà donc un itinéraire de randonnée vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, il est possible de prendre un avion pour se rendre presque partout dans le monde. Le globe a-t-il jamais semblé si petit? Eh bien, à vrai dire, il l'a été. Il y a environ 2 à 300 millions d'années, tous les continents ne formaient qu'un seul supercontinent, appelé Pangée. Son nom, qui nous vient du grec, signifie « toute la Terre ». Mais la Pangée a commencé à se fragmenter. Le plus grand écart s'est formé entre l'Amérique d'un côté et l'Europe, ainsi que l'Afrique de l'autre. L'eau de mer a rapidement envahi cet espace, donnant naissance à l'océan Atlantique. Ce processus est loin d'être terminé. Pendant que vous regardez cette vidéo, l'Amérique du Nord s'éloigne progressivement de l'Europe, à raison 2 ou 3 cm par an. Cela peut sembler peu, comparé à la durée de vie moyenne d'un être humain qui est d'environ 70 ans. Cependant, à terme, tous les continents se reconnecteront, formant un nouveau supercontinent. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire de la Terre, mais personnellement, je ne vais pas attendre que cela se produise. Si tous les volcans de la Terre entraient soudainement en éruption simultanément, environ 1500 formations volcaniques exploseraient en même temps. En temps normal, seuls 10 à 20 volcans sont actifs chaque jour. Mais que se passerait-il si tous se réveillaient à la fois? Les géologues estiment que ce ne serait pas joli, même si seuls les volcans terrestres entraient en éruption. Cela déclencherait une réaction en chaîne bien plus dévastatrice que tout ce que nous avons connu. Les deux principaux problèmes seraient les cendres et les gaz volcaniques. Bien que les explosions et la lave soient dangereuses pour les gens à proximité,
le véritable péril réside dans les conséquences à long terme. Une épaisse couche de cendres recouvrirait la planète, bloquant complètement la lumière du Soleil. Son absence signifierait l'arrêt de la photosynthèse, entraînant la disparition des cultures et une chute drastique des températures. Ce nuage de cendres pourrait persister dans notre atmosphère pendant près de 10 ans. En plus des cendres, les pluies acides constitueraient également une menace. Les gaz volcaniques, comme l'acide chlorhydrique et le dioxyde de soufre, se mélangeraient à l'atmosphère, retombant sous forme de pluies acides. Ce type de précipitation polluerait les eaux souterraines et la surface océanique. Même si les humains parvenaient à survivre jusque-là, les récifs coralliens et de nombreuses autres créatures marines disparaîtraient. Des événements similaires ont été observés dans l'histoire de la Terre, mais à une échelle bien moindre. De grandes éruptions volcaniques ont été associées à des extinctions de masse. Lorsque le Pinatubo a éclaté en 1991, il a refroidi certaines parties du globe pendant 2 ans. Néanmoins, le dioxyde de carbone supplémentaire émis par ces éruptions pourrait également réchauffer la planète, un peu comme lorsque nous réglons notre four sur « griller » pour obtenir une couche croustillante sur notre gratin dauphinois. Les géologues ont également mentionné qu'il existait des preuves dans notre atmosphère, indiquant que des phénomènes similaires s'étaient déjà produits dans un passé lointain. Durant la période du Crétacé, les niveaux de dioxyde de carbone étaient bien plus élevés qu'aujourd'hui, rendant la vie marine difficile. Qui survivrait à tout cela? Probablement seuls quelques extrémophiles, ces organismes qui prospèrent dans des conditions intenses telles que les sources chaudes ou les cheminées hydrothermales sous-marines. Quant aux humains, nous pourrions nous réfugier dans des bunkers souterrains jusqu'à ce que les choses se tassent ou construire suffisamment de stations spatiales pour tous nous accueillir. Cependant, les chances que tous les volcans entrent en éruption simultanément sont très faibles. Cela est dû au fait qu'il n'existe pas une seule source commune alimentant tous les volcans sur Terre. Chacune de ces embouchures possède son propre réservoir de magma, sauf dans quelques cas où, effectivement, elles partagent le même approvisionnement. Ainsi, en 1912, le Novarupta d'Alaska est entré en éruption, en même temps qu'un autre volcan partageant le même magma. Les scientifiques ont également trouvé des traces de magma cachées sous des zones volcaniques, comme celle de Taupo en Nouvelle-Zélande. Ce magma peut s'étendre horizontalement sur de longues distances, mais il reste avant tout une curiosité locale. Même si nous considérions tout le magma dans le sous-sol de Taupo comme un seul système, celui-ci n'est pas connecté à d'autres régions volcaniques comme l'Indonésie ou les Philippines. Étant donné que la grande majorité des volcans sont isolés, ils ne peuvent pas se synchroniser pour entrer en éruption simultanément. Leur magma provient de différents processus, comme la décompression du manteau ou l'ajout d'eau au manteau par subduction. Il n'y a ainsi aucun moyen de faire entrer tous ces différents volcans en éruption ensemble, en raison du fonctionnement de la tectonique des plaques. Cela ne signifie pas que nous ne verrons pas d'activité volcanique intéressante à l'avenir. Prenons une zone sous-marine proche de la Colombie-Britannique, où, récemment, près de 200 petits séismes par heure ont été détectés. Profondément sous le plancher océanique du Pacifique, au large de l'île de Vancouver, du magma est sur le point d'entrer en éruption, réchauffant l'eau à tel point qu'elle bouillonnera comme dans un chaudron. Cependant, cet événement restera probablement inaperçu de tous, sauf des scientifiques. L'éruption prévue se produira très probablement à environ 5 km sous la surface de l'océan. Les scientifiques ont indiqué que ces séismes variaient d'une magnitude négative à 4,1, ce qui signifie que seuls les gens se trouvant à proximité en ressentiraient les secousses. Cette activité inhabituelle nous offre une opportunité rare d'étudier la formation de la croûte terrestre. Le magma sous le plancher océanique est estimé à près de 800 degrés, mais refroidira rapidement au contact de l'eau lors de l'éruption. Cette roche en fusion se solidifiera en touchant le fond marin, devenant immédiatement noir. L'événement profitera également aux biologistes, qui auront l'opportunité d'observer comment les animaux marins réagissent à de tels changements. Fuyez, pauvres fous! L'Antarctique, souvent perçu comme un vaste continent glacé, cache également des surprises volcaniques sous sa surface. Des chercheurs ont identifié plus de 130 volcans sous la seule calotte glaciaire occidentale, faisant de cette région la plus grande zone volcanique de la Terre. La plupart de ces volcans, soit environ 90, ont été découverts récemment lors d'une étude de 2017. Mais l'un de ces volcans antarctiques pourrait-il réellement entrer en éruption? Cela dépend du volcan en question. Bien que ces formations soient relativement jeunes en termes géologiques,
Il est difficile pour les scientifiques de déterminer s'ils sont encore actifs ou non. Il n'y a que 2 volcans actifs confirmés en Antarctique, l'île de la Déception et le mont Erebus. Ce dernier, dominant comme le plus haut sommet du continent, est en éruption continue depuis au moins 1972. Il est connu pour émettre des gaz et de la vapeur, et parfois même projeter des roches lors de ce que l'on appelle des éruptions stromboliennes. Une de ses caractéristiques les plus remarquables est la présence persistante d'un lac de lave en son cratère, un phénomène rare, nécessitant des conditions spécifiques pour maintenir la surface en fusion. Ainsi, le mont Erebus est alimenté par un flux constant de magma provenant des profondeurs du manteau terrestre. Cette arrivée continue de roches en fusion maintient le lac de lave en activité en dépit des basses températures ambiantes. Quoique se trouvant en Antarctique, les températures dans la région sommitale de l'Erebus restent relativement douces grâce à la chaleur dégagée par l'activité volcanique, empêchant ainsi le lac de lave de se solidifier. L'île de la Déception, un autre volcan actif d'Antarctique, a connu sa dernière éruption dans les années 70. Bien qu'aucune éruption imminente ne soit prévue à l'heure actuelle, elle est surveillée de près pour toute activité préoccupante. En plus de ces 2 volcans actifs, l'Antarctique est parsemé de fumerolles, des ouvertures dans la croûte terrestre qui libèrent des gaz et des vapeurs. Parfois, ces fumerolles peuvent former des tours de glace atteignant une hauteur de 3 mètres. Peut-être devrions-nous également nous intéresser aux supervolcans, capables de produire les éruptions les plus massives et les plus destructrices. Contrairement aux volcans typiques, avec une seule cheminée, les supervolcans possèdent une vaste chambre magmatique sous la surface, couvrant des dizaines voire des centaines de kilomètres de diamètre. Leurs éruptions peuvent avoir des effets catastrophiques sur les zones environnantes et impacter le climat global en raison des énormes quantités de cendres et de gaz qu'ils projettent dans l'atmosphère. Un des supervolcans les plus célèbres est celui de Yellowstone, que certains craignent de voir se réveiller. Il a la capacité de déclencher une éruption colossale, projetant plus de 1000 km3 de cendres et de roches. Bien que nous aimerions être en mesure de prévoir son comportement, les volcans ne suivent pas de calendrier. Au contraire, les éruptions surviennent simplement lorsque suffisamment de magma s'accumule sous la surface et que la pression est suffisante pour le faire remonter. Or, actuellement, ces conditions ne semblent pas réunies à Yellowstone. Bien que certains volcans suivent un modèle cyclique, cela ne signifie pas pour autant que Yellowstone soit en retard. En réalité, le volcan n'a connu que 3 grandes éruptions au cours des 2 100 000 dernières années. Il est également important de noter que le terme de supervolcan se réfère à la taille de la formation plutôt qu'à sa complexité. La surveillance de Yellowstone est exhaustive et inclut le suivi de la sismicité, de la déformation du sol, des émissions thermiques, des gaz, de la chimie de l'eau et des changements de surface. Les signes avant-coureurs d'une éruption incluraient des milliers de séismes sur une courte période, des déformations significatives du sol et des émissions de gaz inhabituelles. Même si Yellowstone semble stable pour le moment, une éruption majeure aurait des conséquences désastreuses. La dispersion des cendres pourrait couvrir un rayon de 800 km, dévastant potentiellement l'agriculture du Midwest et obstruant les voies navigables. Les émissions de cendres et de gaz dans la stratosphère pourraient induire des changements climatiques globaux et refroidir la planète pendant plusieurs années. Mais bien que des recherches aient révélé davantage de roches en fusion sous Yellowstone que prévu, cela ne se traduit pas nécessairement par un danger imminent. Je parie que tu as déjà entendu parler de la civilisation perdue de l'Atlantide qui s'est enfoncée dans les eaux au large des côtes de la Grèce antique. L'histoire est censée être un mythe, mais les scientifiques auraient-ils enfin trouvé la cité perdue? Je ne sais pas si c'est vraiment cela, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont trouvé un continent perdu. Attends juste une minute, j'ai perdu des chaussettes, des clés et même quelques billes. Mais peut-on vraiment perdre un continent entier? Il faudra interroger notre planète à ce sujet. La Terre a perdu ce que l'on appelait le Grand Adria, il y a 100 à 120 millions d'années. Alors comment cela s'est-il produit et où est-il allé? La seule manière de décrire ce processus serait de dire que c'est comme un serpent qui se glisse à travers les rochers ou qui disparaît dans un trou. Il est plus facile d'imaginer comment on peut perdre un continent quand on sait combien il est difficile de trouver un serpent qui s'est échappé de ton regard curieux. La plupart des serpents ne laissent pas de traces. En fait, si tu n'étais pas là il y a 100 millions d'années pour voir ce serpent glisser sous un rocher, et de fait, moi je n'y étais pas non plus, tu ne saurais jamais ce qui s'est passé. Tout comme les scientifiques n'auraient peut-être jamais trouvé Adria sans la peau du serpent. Je veux dire les montagnes.
Disons que ton serpent, pour s'enfuir, se glisse sous un rocher. Il n'a pas mué depuis longtemps, alors sa vieille peau se détache et reste juste là, dans ce minuscule espace entre le rocher et le sol. C'est ce qu'a fait le grand Adria. Lorsqu'il s'est détaché d'une énorme masse terrestre connue sous le nom de Gondwana, tu en sauras plus dans quelques instants, ce morceau de taille du Groenland s'est alors dirigé vers le nord. Lorsqu'il s'est finalement écrasé sur l'Europe, il a glissé sous terre et a fait se plier et se recroqueviller l'endroit de rencontre des deux continents. Pendant des années et des années, il a continué à se déplacer et ses plis n'ont cessé de s'agrandir. À la fin, il a laissé des traces très évidentes et connues. Tu es même peut-être allé skier dessus pendant les vacances d'hiver. Je parle des Apennins et des Alpes suisses. Le professeur Douwe van Insenberg, un géologue qui a dirigé l'équipe de recherche responsable de cette découverte colossale en septembre 2019, a sa propre explication. Il compare ce processus de pliage à ce qui se passe quand tu mets ton bras dans un petit espace et que la manche de ta chemise ne peut pas passer. Elle se replie et ces plis sont comme la chaîne de montagne. Tu te demandes peut-être si d'autres chaînes de montagne ont des origines similaires. C'est bien le cas. Tu as déjà pris et poussé du sable dans tes mains ? Tes mains travaillent comme des masses terrestres en mouvement et ces pics de sable que tu as créés sont une mini-version des montagnes. La peau de serpent, la manche de ta chemise ou le sable, en résumé, les montagnes sont le résultat des mouvements de ces énormes masses de terre lorsqu'elles s'écrasent et se glissent les unes sous les autres. Mais qu'en est-il du continent qui a disparu et qui les a laissés ? Qu'est-il arrivé au grand Adria ? Tout comme un serpent s'enfonce sous terre pour l'hiver, Adria a continué à glisser sous la surface. Le docteur von Insbergen pense qu'elle est probablement bien installée en ce moment même à environ 1500 km sous l'Europe du Sud. Mais attends une minute. Le grand Adria est-il toujours un continent s'il est enfoui sous l'eau ou sous terre ? Un serpent est-il toujours un serpent lorsqu'il est sous terre ? Bien sûr que oui. En fait, je connais même un continent qui est majoritairement sous l'eau, mais qui n'est pas du tout perdu. Tu as déjà entendu parler de Zélandia ? On l'appelle aussi le continent Nouvelle-Zélande ou Tasmantis. Il ressemble à un archipel, c'est-à-dire une chaîne d'îles. Mais si tu regardes sous l'eau, tu verras qu'il s'agit en fait d'un morceau entier de terre submergé avec des sommets de montagnes qui arrivent jusqu'à la surface. Ces sommets sont les îles. Zélandia est classé comme un microcontinent, ce qui pose alors la question suivante. C'est quoi un continent en soi ? Eh bien, le sujet fait débat. En fait, nous les terriens ne pouvons même pas nous mettre d'accord sur le nombre de continents, sans compter les perdus et les microcontinents qui existent. En général, un continent est une énorme masse de terre. Si tu viens des États-Unis, tu as appris qu'il y en a 7. L'Afrique, l'Antarctique, l'Asie, l'Australie, aussi appelée Océanie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En revanche, les écoliers européens combinent l'Europe et l'Asie en Eurasie, de sorte qu'ils n'apprennent que les 6 continents. Les Sud-Américains en reconnaissent également 6, mais ils gardent l'Europe et l'Asie séparées et combinent plutôt l'Amérique du Nord et du Sud. Ce qui est encore plus étrange, c'est que tout le monde semble s'accorder à dire que l'Australie est un continent, alors que le Groenland ne l'est pas et doit se contenter du titre de plus grande île du monde. Pauvre Groenland, tout cela a un rapport avec les plaques tectoniques qui se trouvent sous les continents, mais il vaut mieux laisser cette discussion pour une autre vidéo. Alors, d'où viennent tous ces continents ? Eh bien, si tu as déjà regardé un globe ou une carte, tu as probablement remarqué que les deux grandes masses terrestres qui entourent l'océan Atlantique, l'Amérique du Nord et du Sud d'un côté et l'Europe et l'Afrique de l'autre, ressemblent à des pièces de puzzle qui pourraient être mises ensemble pour former une gigantesque masse de terre. Tu sais peut-être aussi qu'il existe un nom pour cette masse, Pangée. Les scientifiques pensent que la Pangée, un supercontinent s'il a vraiment existé, s'est séparé il y a 175 millions d'années. Mais pas comme ces deux grandes pièces de puzzle que nous avons de nos jours. Au lieu de cela, la séparation s'est probablement faite horizontalement, laissant au sommet une Amérique du Nord, une Europe et une Asie connectées, une masse appelée l'Eurasia, tandis que l'Amérique du Sud est d'abord restée avec l'Afrique, l'Antarctique et l'Australie dans une autre masse appelée Gondwana. Oui, ce même continent d'où se détachera le grand Adria plus tard. Donc, si tu prenais toutes les masses terrestres, les continents, les microcontinents, les îles et les archipels de la Terre et que tu les mettais ensemble, tu obtiendrais la fameuse Terre originale en forme de goutte connue sous le nom de Pangée ? Non, non seulement il te manquerait les parties de continents qui se trouvent sous l'eau, comme les masses qui relient les archipels, mais aussi toutes celles qui ont été perdues au fil du temps. Oh oui, il y en a d'autres en plus d'Adria. Les scientifiques les recherchent et ils en ont déjà trouvé. L'un des continents perdus est le Rio Grande Rise. C'est une étendue de monts sous-marins qui a été surnommée l'Atlantide du Brésil. La Grande Adria se trouve quelque part entre l'Afrique du Nord et l'Eurasie du Sud. Hey !
C'est quelque part dans la mer Méditerranée. Or, la Méditerranée, c'est là où se trouvent la Grèce et Athènes. Donc, le Grand Adria, ce doit être l'Atlantide, n'est-ce pas? J'en doute. Les historiens pensent que Platon a inventé l'histoire de l'Atlantide. Mais cela aurait-il vraiment pu se produire? Cela dépend si tu crois aussi que les divinités grecques ont vraiment puni les humains pour avoir commencé une bagarre avec Athènes. Ouais. Donc, une théorie plus scientifique avance que l'Atlantide a tout simplement été inondée. Ou peut-être est-ce l'une des îles qui est restée lorsque le Grand Adria a plongé sous l'Europe. Aussi décevant que cela puisse paraître, la seule chose dont nous pouvons vraiment être sûrs, c'est que l'Adria lui-même n'est pas l'Atlantide. Les forces tectoniques qui ont poussé le continent sous l'Europe l'ont fait il y a plus de 100 millions d'années. C'est environ 80 millions d'années avant que les humains n'apparaissent sur notre planète pour déclencher un conflit avec Athènes ou qui que ce soit d'autre. Si tu regardes tous les continents du monde comme des pièces de puzzle qui formeraient la Pangée, tu pourrais dire que le docteur Van Insbergen et son équipe ont passé les 10 dernières années à essayer de reconstituer ce puzzle. Et comme les vrais puzzles, ils sont difficiles à faire quand il te manque un tas de pièces. Je parle de toi, Adria. Mais il dispose d'un équipement géologique sophistiqué qui permet de suivre l'enregistrement magnétique laissé dans les minéraux des roches. Tu vois, chaque roche, pierre et montagne porte une sorte d'empreinte du temps et du lieu où elle a été créée. Tout est lié au pôle magnétique de la Terre. Il change de temps en temps dans un processus appelé inversion du champ magnétique. En résumé, le magnétisme spécifique de certains sédiments et minéraux fonctionne comme une carte et un calendrier. Et c'est ainsi qu'ils savent d'où vient Adria, où il a fini et qui il a rencontré sur son chemin. En étudiant le magnétisme de ces échantillons, l'équipe a également découvert un autre détail intéressant. Le Grand Adria ne s'est pas seulement écrasé contre l'Europe, mais il a aussi tourné sur lui-même. Et donc cette masse de terre qui tourne et qui danse pendant son voyage vers le nord se serait finalement cassé les dents sur un barrage nommé Europe. Ça ferait un super conte de fées pour les enfants. Ma seule question est la suivante. Si le Grand Adria a plongé sous l'Europe, pourrait-il ressortir? C'est possible. Les continents ne cessent jamais de se déplacer, et ils continuent encore de nos jours. Mais ils ont tendance à se déplacer à la vitesse d'un escargot. Alors reviens donc dans 100 millions d'années et nous verrons combien de continents les élèves de CE1 apprendront à l'avenir. Bon, moi je ne serai plus là, ils trouveront bien quelqu'un d'autre. Notre planète abrite 5 océans, le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, le Sud et l'Arctique. Sans oublier Billy Ocean, bien sûr. Cependant, il semble qu'un 6e océan puisse exister, bien qu'il soit invisible. Les scientifiques ont découvert des traces de vastes quantités d'eau cachées dans la zone de transition, une couche qui sépare le manteau supérieur du manteau inférieur de notre planète. Cette limite s'étend de 410 à 660 km sous la surface terrestre. Les diamants naturels se forment généralement dans le manteau à des profondeurs pouvant atteindre les 250 km. Certains d'entre eux, très rares, peuvent venir de profondeurs bien plus importantes. Tel est le cas de ce diamant fascinant qui s'est formé à 660 km de la surface. La gemme, mesurant 1,50 cm, était suffisamment grande pour permettre aux scientifiques de l'étudier et d'en déterminer la composition. Ils ont été surpris de constater que ce diamant extrêmement rare s'était formé dans des conditions plutôt humides. De ce fait, un tel diamant n'aurait que peu de valeur en bijouterie, mais son importance en laboratoire serait inestimable. Alors, cela signifie-t-il qu'il existe un océan sous la surface de notre planète ? Cette découverte nous rapproche certainement de l'idée que se faisait Jules Verne de ce monde surnaturel et secret au centre de la Terre, à commencer par son océan caché. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. L'eau est bien présente, mais il ne s'agit pas d'une étendue bien visible avec des vagues clapotant çà et là comme à la surface de notre planète. En réalité, l'eau se trouve stockée à l'intérieur des minéraux, ce qui rend cette zone si humide. Dirigeons-nous maintenant vers l'Afrique afin de poursuivre notre histoire. Ou, pour être plus précis, vers une région nommée Afar, située en Éthiopie. C'est l'endroit où 3 plaques tectoniques se rencontrent. Les plaques tectoniques sont de grandes sections de la croûte terrestre qui se déplacent lentement. Ces mouvements provoquent des tremblements de terre, donnent naissance à des volcans, des montagnes et à de profondes vallées sous-marines que nous appelons des fosses. Dans la région d'Afar, les plaques arabiques, somaliennes et nubiennes se rencontrent pour former une intersection en forme de I. Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer. Ces plaques sont en mouvement constant. La plaque somalienne se déplace vers le sud-est en direction des plaques australiennes et indiennes. La plaque arabique se déplace vers le nord, se rapprochant de la plaque eurasienne,
et finira par fermer le golfe Persique. Ce mouvement des plaques a créé la grande vallée du Rift, marquée par des fractures géologiques. La dorsale d'Aden à l'est, le rift de la mer Rouge à l'ouest, le rift est-africain au sud, et pourquoi pas l'Oculus Rift, tant qu'à faire? C'est sur le rift est-africain que nous devons nous concentrer, car il pourrait bien détenir la clé de ce 6e océan potentiel, mais cette fois-ci à la surface. Une faille continentale est une région où deux plaques tectoniques appartenant à un même continent commencent à se séparer. Dans ce cas, il s'agit des plaques somaliennes et nubiennes, qui composent une partie de l'Afrique. Si elles continuent à se déplacer dans des directions opposées, cette faille continentale pourrait devenir ce que nous appelons une dorsale océanique. En d'autres termes, lorsque les plaques s'éloignent suffisamment l'une de l'autre, une vaste fissure se forme entre elles. Ainsi, le magma pourra s'échapper librement de la base de ces plaques, refroidir et commencer à former un nouveau fond océanique. L'Afrique se scindra alors en deux, et un nouvel océan s'étendra entre ces futurs mini-continents. Ne sortez pas encore vos maillots de bain et votre écran solaire. Même si les plaques somaliennes et nubiennes se déplacent suffisamment pour engendrer une dorsale océanique, cela mettra vraisemblablement des millions d'années à se produire. Il est donc plus judicieux de continuer à explorer ce 6e océan tapi sous la surface terrestre pour le moment. L'idée d'océan souterrain dépasse les frontières de notre bonne vieille Terre. Il est possible que de nombreuses lunes et planètes en possèdent également. À notre connaissance, notre planète est la seule à présenter des étendues d'eau liquide constantes en surface. Dans notre système solaire, nous tournons autour du Soleil dans une région baptisée la zone habitable. La température et la pression atmosphérique dans cette zone permettent à l'eau de rester liquide. Cependant, certaines lunes de notre système solaire pourraient également abriter des quantités significatives d'eau sous leur surface. Encelade, l'une des lunes de Saturne, est un exemple notable. Encelade est une petite sphère glacée, environ 7 fois plus petite en diamètre que notre Lune, soit 550 km, mais il s'agit du 6e plus grand satellite de Saturne. Il y a près d'une décennie, en 2014, une sonde spatiale a découvert des preuves de la présence d'un vaste océan sous sa surface. Elle a détecté et analysé de l'eau éjectée lors d'éruptions semblables à celles de geysers. Un geyser est une source chaude peu commune qui projette des jets de vapeur et d'eau dans l'air, comme le célèbre Old Faithful de Yellowstone. Sur Encelade, cette eau jaillit à travers des fissures dans les glaces de son pôle sud, suggérant l'existence d'un océan liquide en dessous. Cet océan souterrain est très différent du nôtre. Les océans terrestres sont relativement peu profonds, avec une moyenne de 3500 mètres, et ils couvrent les 3/4 de la surface de notre planète. La température de nos océans varie, plus froide en approchant du fond et plus chaude près de la surface en raison des rayons du soleil. En revanche, l'océan sous la surface d'Encelade est d'une profondeur d'au moins 30 km. Il est plus froid en surface, près de cette croûte glacée, et plus chaud en bas, en raison de la chaleur provenant du noyau de la Lune. Mais tout comme nos océans, celui d'Encelade est salé. Encelade est l'un des rares endroits de notre système solaire où l'on trouve de l'eau liquide, ce qui en fait un point d'intérêt majeur dans la recherche de signes de vie. Un autre exemple est celui d'Europe, une lune de Jupiter. Les scientifiques pensent que des éruptions d'eau similaires pourraient se produire sur Europe. La présence de tels geysers indique que ces lunes disposent de leur propre source d'énergie. Et cette énergie, qui pourrait provenir de la gravité ou des radiations, serait en mesure de maintenir une vaste étendue d'eau à l'état liquide sous la glace, et peut-être même d'alimenter certaines formes de vie. Il existe des milliers de planètes au-delà de notre système solaire qui orbitent autour d'autres étoiles. Certaines d'entre elles se trouvent même dans une zone habitable. Plus d'un quart de ces planètes pourraient abriter de l'eau liquide. Cependant, la majorité de ces dernières possèdent probablement des océans souterrains, semblables à ceux d'Encelade et d'Europe. Pluton pourrait également être ajouté à cette liste, car il est possible qu'elle cache un océan liquide sous sa croûte épaisse et glacée. Cet océan souterrain s'est probablement formé longtemps après la planète naine, lorsque la chaleur provenant des éléments radioactifs dans le noyau de Pluton a fait fondre une partie de sa glace. Il existe également des planètes océans, des lunes ou des planètes recouvertes d'océans globaux, et qui sont plus répandues que nous ne le pensions. Certains vont jusqu'à appeler la Terre un monde océanique, car 71% de sa surface est recouverte d'eau. Vue depuis l'espace, notre planète apparaît essentiellement comme une majestueuse boule bleue. Lorsqu'ils explorent d'autres planètes, en particulier celles en dehors de notre système solaire, les chercheurs adoptent souvent une approche consistant à suivre l'eau,
En effet, l'eau est l'élément nécessaire pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Quant aux planètes océans proches de leur étoile parente, les scientifiques supposent qu'elles se seraient formées beaucoup plus loin avant de se rapprocher lorsque leur orbite a rétréci. La composition de ces planètes s'est déterminée lorsqu'elles se trouvaient sur une orbite plus froide et plus éloignée, ou en d'autres termes, lorsqu'elles décrivaient un cercle plus large autour de leur étoile. Ce processus de rétrécissement orbital est ce que l'on appelle une migration. Si les planètes océans sont vraiment aussi répandues, cela pourrait constituer une preuve que la migration planétaire est un phénomène réel. Les exoplanètes sont des planètes qui gravitent autour d'étoiles autres que notre Soleil. Certaines de ces exoplanètes pourraient abriter des océans bien plus profonds que ceux de notre système solaire, atteignant des centaines voire des milliers de kilomètres de profondeur. Pour mettre cela en perspective, la fosse des Mariannes, qui est déjà impressionnante et redoutable, avec près de 11 km de profondeur, semble peu profonde en comparaison. Les océans de ces exoplanètes semblent, pour le moins, insondables. Un iceberg colossal, plus grand qu'une ville, s'est détaché de l'Antarctique au milieu de l'année 2021. Il est si gros qu'il est 40 fois plus grand que Paris et 73 fois plus grand que Manhattan. Imagine que tu sors de ta petite cabane de vacances sur la côte d'Afrique du Sud, près de la ville de Port Elizabeth. Tu as une tasse de thé à la main car tu viens de te réveiller. Tu te tiens près du bord de ton belvédère, le vaste océan Indien devant toi. Un élément bizarre attire ton attention. Sur la droite, tu vois une chose si monumentale que tu ne peux pas comprendre ce que c'est. C'est une plaque de glace géante de 91 mètres de haut et qui s'étend sur des kilomètres à perte de vue. Elle avance lentement, mais sans relâche, en direction des profondeurs de la mer. Si elle va assez loin, elle pourrait arriver jusqu'à la côte ouest de l'Australie. Un groupe de dauphins joue devant elle, comme ils le font parfois à l'avant d'un navire. Pourtant, ils ne ressemblent qu'à des taches comparées à la taille du mammouth. Tu es tellement choqué que tu laisses tomber ta tasse. Tes yeux sont aussi gros que des assiettes. On se croirait dans un film de science-fiction. Est-ce que tu rêves? Tu vois des choses? Non, c'est le A76. Il est réel et il est actuellement en mouvement. Ce qui pourrait lui arriver, tout le monde peut le deviner. Les scientifiques ont quelques théories, mais commençons par nous faire une idée de sa taille. L'iceberg fait 177 km de long et 25 km de large. Il a essentiellement la forme d'un doigt gigantesque. Si tu te tenais sur la côte de Douvres en regardant à travers la Manche vers la France, l'iceberg serait presque aussi large. La Manche fait 34 km de large à son point le plus étroit. Cela signifie qu'environ 2/3 de cette distance serait remplie par l'iceberg. Et ceci, s'il pointait du doigt vers le bas, pour ainsi dire. S'il était orienté dans l'autre sens, il pourrait encore entrer dans la Manche, mais en se rapprochant des points les plus étroits, il se fracasserait sur les côtes de l'Angleterre et de la France. Il passerait au-dessus de la Terre, il glisserait sur les champs verts de l'Angleterre. La glace blanche contrasterait avec le vert vif. Il passerait devant les vignobles de France, il abaisserait temporairement la température de tout ce qui l'entoure. Ces raisins seraient comme des cristaux de confiture. Il passerait juste au-dessus des autoroutes et les voitures s'arrêteraient pour observer cette chose colossale comme un visiteur d'une autre galaxie. Tu pourrais en cueillir des morceaux pour ton verre pendant qu'il passerait. Sinon, tu pourrais monter dessus et faire de l'escalade sur glace, juste dans la banlieue de Londres. Ce serait certainement pratique en été. Revenons à ce qui s'est réellement passé, et ce que les scientifiques pensent qu'il va lui arriver. Au début de l'année 2022, A76 est l'iceberg flottant le plus grand du monde. Il s'est détaché de la plateforme de glace Filchner-Ronne en Antarctique à la mi-mai 2021. Le vélage de la glace, également appelé vélage des glaciers, est la rupture de morceaux de glace sur le bord d'un glacier. Elle s'éloigne alors de la masse de glace pour former une entité distincte. Si tu te trouvais dans les environs, tu entendrais beaucoup de craquements et un énorme grondement. Des blocs de glace allant jusqu'à 60 mètres se détacheraient et tomberaient dans l'eau. Cela causerait d'énormes vagues. Même les surfeurs aventureux ne voudraient pas s'attaquer à ces déferlantes. Le vélage de la glace est un événement naturel. La zone où A76 s'est détaché a connu peu de changements au cours des dernières décennies. Il y a eu des morceaux de glace encore plus grands que A76, mais celui-ci est actuellement le plus grand du monde. Les scientifiques du British Antarctic Survey, ou l'enquête antarctique britannique, l'ont repéré. Il existe des images satellites de son détachement capturées par le satellite Sentinel-1A de l'Agence spatiale européenne.
La taille de l'iceberg au moment du vélage a été estimée à 4320 km². En ce moment, il se trouve dans la mer de Weddell, autour de l'Antarctique. La mer de Weddell fait partie de l'océan Austral. Elle a été nommée d'après le marin écossais James Weddell, qui a pénétré dans la zone en 1823. Les scientifiques estiment que la mer de Weddell possède l'eau la plus claire de toutes les mers. Imagine que tu puisses regarder dans ses profondeurs depuis un bateau. Quelle vue fantastique ça doit être! La région est pleine de baleines et de phoques. Lorsque tu regardes en bas, tu peux voir des orques, des baleines à bosse, de petits rorquals, des léopards de mer et des phoques crabiers. Et si tu regardes vers la terre ferme, tu verras probablement une colonie de manchots adélie. Il s'agit de l'espèce dominante de manchots dans cette région, car ils s'adaptent à cet environnement difficile. En fait, c'est le seul endroit au monde où ils vivent. Quel incroyable éventail d'animaux sauvages à observer, confortablement installés sur le pont du navire, tout en buvant une autre tasse de thé chaud. Il fait assez froid dans ces régions, en plus, tu es arrivé le premier. Pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver à A76, les scientifiques se réfèrent à d'autres données comme un iceberg encore plus gigantesque appelé A68. Il s'est détaché de la plateforme de glace Larsen C au large de l'Antarctique en 2017. Bien que cela puisse être passionnant, quoique un peu intimidant, de penser qu'il a également remonté la Manche, A68 a flotté vers des mers plus chaudes et au début de 2021, il s'était pratiquement désagrégé. C'est une disparition relativement rapide. Certains icebergs ont été observés en train de flotter pendant 18 ans. Supposons qu'ils restent dans les eaux relativement froides. Tout dépend de l'endroit où A76 décide d'aller. Les satellites ont aidé les scientifiques à suivre ces déplacements monstrueux alors qu'ils passaient inaperçus auparavant. C'est ainsi qu'ils savent qu'au 148e jour, cet iceberg s'est divisé en 3 fragments appelés de manière imagée A76A, A76B et A76C. Les chiffres sont peut-être ennuyeux, mais ils sont basés sur le quadrant de l'Antarctique dans lequel ils ont été aperçus pour la première fois. Si ces énormes morceaux se brisent complètement, ils ne contribueront pas à l'élévation du niveau des mers, car ils faisaient déjà partie de la plateforme de glace flottante. Imagine ces morceaux de glace dans ton verre. Ils prennent déjà une certaine quantité d'espace. Ils vont simplement se transformer en eau. Les icebergs comme celui-ci sont différents des glaciers ou des couches de glace que l'on trouve sur Terre. Ce sont ces derniers qui contribuent à élever le niveau des mers lorsqu'ils se détachent et fondent. Par exemple, si l'ensemble de la calotte glaciaire de l'Antarctique fondait, cela pourrait faire monter le niveau des mers de près de 18 mètres. Si tu penses que le A76 est énorme, et il l'est clairement, il y en a un autre qui le fait paraître petit en comparaison. Dans les archives, le plus grand iceberg a été aperçu en novembre 1956 à 240 km à l'ouest de l'île Scott, dans l'océan Pacifique Sud. Ironiquement, il a été vu par un navire connu sous le nom de USS Glacier. Il avait une taille de plus de 31 000 km². Cet iceberg était plus grand que la Belgique. Ce qui peut arriver au morceau de l'A76 dépendra de quelques facteurs. Les courants océaniques peuvent avoir un impact significatif, de même que la direction et la vitesse du vent. Ils peuvent se rapprocher des côtes ou ils peuvent geler pour former une banquise. Ils peuvent également dériver vers des eaux peu profondes et toucher le fond marin, ce que l'on appelle le gougeage du fond marin. La partie la plus profonde de l'iceberg peut agir comme la quille d'un bateau. Elle s'enfonce dans le fond de l'océan et sa propre taille le fait avancer. Bientôt, il déchire le fond, créant un long et étroit sillon ou une gouge. Les poissons se disperseraient, la terre tremblerait, le bruit serait énorme. C'est un fait assez commun dans les environnements du large, près des endroits où se trouve la glace. Tu ne voudrais pas être en train de faire de la plongée à proximité quand l'un de ces phénomènes se produit. Cependant, ce serait une vue spectaculaire. En général, les icebergs se détériorent en fondant et en se fracturant, ce qui, comme tu peux l'imaginer, modifie leur masse et leur surface. Combiné au vent et au courant marin, cela peut rendre difficile la simulation des icebergs. En ce qui concerne le A76, nous devrons attendre et voir. Avant de partir, revenons à notre voyage imaginaire dans la Manche. L'île de glace, 73 fois plus grande que Manhattan, avec son gigantesque doigt gelé pointé vers la mer Celtique, avance sans cesse, sans pouvoir être arrêtée. Des centaines de milliers de personnes ont afflué sur les côtes d'Angleterre et de France pour assister à ce spectacle extraordinaire. Au sommet de la glace, des milliers de pingouins jouent joyeusement. Ils semblent presque saluer les nombreux spectateurs qui les encouragent à poursuivre leur chemin. Les enfants sautent de joie devant le spectacle le plus impressionnant qu'ils aient jamais vu.
Bienvenue à Rapa Nui, mieux connu sous le nom d'île de Pâques. C'est un point minuscule dans l'immensité de l'océan Pacifique, situé à 3500 km des côtes chiliennes. Cette île est surtout célèbre pour ses imposantes statues Moai. Ce lieu abrite également l'un des systèmes d'écriture les plus énigmatiques au monde, connu sous le nom de Rongorongo. Nous avons mis au jour 27 petites tablettes en bois portant ce script. Pendant des années, les historiens ont débattu de l'authenticité et de l'histoire de ces dernières. Et à présent, nous sommes peut-être sur le point de percer leur mystère. L'homme a posé le pied sur cette île pour la première fois au XIIe siècle. Pendant de nombreuses décennies, elle a été habitée par le peuple Rapa Nui, relativement isolé au cœur de l'océan Pacifique, jusqu'à l'irruption des Européens dans les années 1720. Avec eux sont arrivés une multitude de défis, réduisant drastiquement la population autochtone à une fraction de ce qu'elle était. Par la suite, au XIXe siècle, le missionnaire Eugène Herrault a visité l'île et y a déniché des tablettes en bois ornées de symboles complexes. Il les a décrites comme extraordinaires et affirmé qu'il y en avait des centaines disséminées sur toute l'île, présentes dans chaque demeure. Mais hélas, toutes n'ont pas survécu jusqu'à ce jour. Seules 27 d'entre elles ont été préservées. Certaines étaient érodées par le temps, brûlées ou autrement endommagées. Aujourd'hui, elles sont dispersées à travers le monde, exposées dans des musées et conservées dans des collections privées. Certains vestiges de cette langue ont été ramenés à Tahiti, puis en Europe, ne laissant rien sur l'île de Pâques elle-même. Les 4 tablettes sacrées ont terminé dans une congrégation catholique à Rome. Ce sont celles-là même qui ont participé à cette récente découverte. Depuis des années, les historiens se demandent si ce système d'écriture a été développé indépendamment par les habitants de l'île ou s'ils l'ont emprunté aux Européens. Pour élucider ce mystère, ils ont eu recours à la datation au carbone 14. Tous les matériaux organiques, tels que le bois, le charbon et autres, renferment une infime quantité d'une forme radioactive de carbone, appelée carbone 14. À la fin de leur vie, ils cessent d'absorber du carbone 14, et la quantité présente commence à se désintégrer avec le temps. En mesurant la quantité de carbone 14 restant dans un échantillon, nous pouvons estimer son âge. Cette méthode nous a permis de déterminer l'âge de nombreux fossiles et artefacts. C'est ainsi qu'on a étudié l'âge de certaines tablettes Rongorongo. 3 d'entre elles avaient été fabriquées à partir d'arbres cultivés au XVIIIe ou XIXe siècle, correspondant ainsi à l'arrivée des Européens. Cependant, l'une d'entre elles est antérieure à leur première visite sur l'île. 2 éléments suggèrent que le peuple Rapa Nui a lui-même créé le système d'écriture Rongorongo. Tout d'abord, il présente des caractéristiques distinctes des langues européennes. Son décodage s'avère une tâche ardue, avec plus de 400 glyphes uniques, aucun ne ressemblant à un système d'écriture connu. De nombreuses tentatives ont été entreprises pour en percer les secrets, sans succès jusqu'à présent. Deuxièmement, l'une des tablettes semble remonter au XVe siècle, avant l'arrivée des Européens. Cependant, la datation au radiocarbone ne nous renseigne que sur la période où le bois de la tablette a été coupé, et non sur la période où l'écriture a été gravée dessus. Et puisque nous n'avons qu'une seule tablette pour référence, nous ne disposons pas de suffisamment de preuves pour affirmer quoi que ce soit. D'un autre côté, pourquoi les habitants de l'île auraient-ils conservé du bois coupé pendant plus de 200 ans, juste pour l'attraper un beau jour et écrire dessus? Les anthropologues et les historiens suggèrent que la chose est plausible. La rareté des ressources aurait pu pousser les insulaires à recycler du bois flottant ancien, qui pourrait dater de plusieurs siècles avant l'apparition de l'écriture elle-même. Ce phénomène est connu en archéologie sous le nom de problème du vieux bois. De plus, la tablette semble très bien conservée. Elle a été entretenue pour la protéger des insectes qui endommagent le bois et de l'humidité. C'est pourquoi elle a survécu au fil des siècles. Quoi qu'il soit écrit dessus, il est probable que cela ait revêtu une grande importance pour le peuple Rapa Nui. Tout cela n'est que pure conjecture, mais les scientifiques demeurent prudemment optimistes. Ils envisagent la possibilité que le Rongorongo soit l'un des rares exemples d'invention indépendante de l'écriture, à l'instar de celle des Sumériens ou des Égyptiens. Mais nous avons besoin de plus de preuves. En langue Rapa Nui, Rogorogo se traduit par réciter ou déclamer. Tout le monde ne pouvait pas écrire, seules quelques personnes triées sur le volet. Il est probable que seule l'élite de l'île de Pâques, principalement des hommes, ait possédé la connaissance de cette langue écrite. Après la colonisation, aucun d'eux n'a subsisté, et nous sommes maintenant confrontés à la tâche de déchiffrer ces inscriptions. Tout d'abord, les chercheurs ne parviennent pas à s'accorder sur la nature de ce système scriptural.
Nous ne pouvons même pas confirmer s'il s'agit de leur langue d'origine. Et quand bien même, nous ignorons s'il s'agit d'une forme primitive d'écriture ou d'un système entièrement développé. Dans les années 90, un linguiste du nom de Stephen Roger Fisher pensait avoir décrypté la structure du rongo-rongo. Selon lui, ces tablettes traitaient de cosmogonie. Les cosmogonies sont récits qui exposent la genèse de l'univers ainsi que l'émergence des phénomènes naturels. Ils sont souvent enracinés dans les traditions et les cultures anciennes, telles que celles présentes en Polynésie orientale. Les tablettes pourraient potentiellement aborder des sujets tels que les origines du monde, la source de toute existence, et la formation des divers éléments de la nature, tels que les étoiles ou les montagnes. Cela expliquerait également pourquoi seule une élite instruite pouvait écrire. Fisher avançait que le rongo-rongo était une combinaison de systèmes logographiques et sémasiographiques, ce qui implique que certains symboles représentaient des mots parlés, tandis que d'autres dénotaient des idées ou des concepts. Toutefois, les déchiffrer serait extrêmement complexe et nécessiterait une compréhension approfondie du contexte, car ces symboles agissent davantage comme des indices que comme des expressions complètes. Cependant, d'autres linguistes ont contesté ces propositions, arguant qu'il existait des lacunes dans la manière dont il avait formulé sa théorie. Hélas, Fisher n'a pas été en mesure de corroborer son hypothèse. Il est possible que ces inscriptions ne soient que des dessins. Lorsque nous examinons les tablettes, certaines figures semblent familières, des êtres humains, des animaux, des plantes et des formes géométriques. On reconnaît des oiseaux, l'un d'eux ressemblant à une frégate, une espèce associée au dieu Mekmek par les habitants de Rapa Nui. Il y a aussi des poissons, des mille-pattes, ou du moins ces glyphes leur ressemblent. Se pourrait-il que ces inscriptions ne soient que de l'art ou une forme de décoration? Peut-être, mais il y a quelques problèmes. Les glyphes exhibent un niveau élevé de complexité et de structure. De plus, ils conservent un style cohérent. Par exemple, plusieurs symboles dépeignent ce qui semble être un humain avec une main levée, la seule variation étant les différentes têtes représentées. Comme si ce n'était pas assez compliqué, ce style d'écriture singulier utilise également un système appelé boustrophédon inversé. Cela signifie que chaque ligne alternée est inversée, créant un motif à nul autre pareil. Nous ignorons pourquoi ils opteraient pour cette pratique consistant à retourner la tablette après chaque ligne. Tout cela suggère qu'ils avaient mis en place un système et une organisation derrière ces symboles. De plus, il semble qu'ils utilisaient ces tablettes quotidiennement à des fins pratiques. Mais il y a de l'espoir pour l'avenir. Les progrès technologiques récents, tels que l'IA et d'autres programmes informatiques, pourraient assister notre compréhension des langues anciennes. Nous avons déjà entrepris le développement d'algorithmes qui pourraient nous aider à percer d'autres mystères, comme celui du manuscrit de Voynich. Des universitaires ont même organisé le Vesuvius Challenge, un concours d'apprentissage automatique qui, en 2023, a résolu l'énigme des anciens rouleaux d'Herculanum. Ces rouleaux avaient été ensevelis sous la boue volcanique après l'éruption du mont Vésuve en 79 après JC. En raison de leur extrême fragilité, le déchiffrement de ces rouleaux aurait été une tâche ardue. Mais grâce à la numérisation et à l'apprentissage automatique, cette entreprise est devenue beaucoup plus accessible. Ces rouleaux possèdent une riche histoire. Ils appartenaient probablement à la bibliothèque personnelle d'un philosophe épicurien nommé Philodème. Ils renferment des informations d'une grande valeur sur la philosophie grecque et la littérature latine. Si nous en déchiffrons davantage, nous en apprendrons davantage sur l'histoire foisonnante de l'Empire romain. Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que deux scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes. Par exemple, les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces deux-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. 6 Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture
et à remonter la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même ne offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivèrent de cette façon, par exemple les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisirent pas nécessairement d'oxygène, mais vivèrent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était dans la tête l'un des plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte. Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé, et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers.
Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'il ne finisse par être recouvert de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote, et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries. Il y a tant d'astéroïdes qui traversent notre système solaire, sans même que nous en soyons même conscients. Ce sont des fragments rocheux de matière résiduelle, datant de la formation de notre système solaire. Il y a environ 4,6 milliards d'années. Ils orbitent autour du Soleil, mais pas comme les planètes. Ce sont de véritables rebelles qui préfèrent suivre des trajectoires plutôt inhabituelles. De plus, ils tournent de diverses manières en voyageant entre les planètes et autres objets spatiaux. La majorité d'entre eux provient de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. La plupart y demeurent, mais la forte gravité de Jupiter peut pousser certaines de ces roches dans différentes directions, y compris vers nous. Ces astéroïdes sont parfois ronds, parfois de formes étranges, avec des creux et des trous dus aux collisions avec d'autres roches spatiales. À ce jour, nous savons qu'il y en a plus d'1 million dans la ceinture principale d'astéroïdes. Et tout va bien jusqu'à ce que certains d'entre eux se dirigent vers nous. La NASA les surveille, nous savons donc qu'il n'y a pas à s'en faire, du moins pour l'instant. Mais ça n'a pas toujours été le cas pour notre chère planète. Si la Terre pouvait parler, elle partagerait sûrement d'incroyables secrets sur ces astéroïdes. Ces roches spatiales ont laissé des cratères d'impact que nous appelons des dômes. Ces dômes ont une forme caractéristique avec un centre surélevé, semblable aux éclaboussures que l'on voit lorsqu'on jette un caillou dans un étang. Mais nous ne connaîtrons plus beaucoup d'histoires similaires. A priori, ce centre surélevé devrait être visible immédiatement, surtout si l'astéroïde qui a autrefois frappé la surface était immense. Mais nous parlons de millions et de millions d'années d'érosion. Le vent, l'eau et même la gravité effacent progressivement ces traces. Ces éléments usent les dômes d'impact, et certains sites finissent même par être enfouis sous des couches de roches et de terre. D'autres disparaissent à jamais à cause du mouvement constant des plaques tectoniques de la Terre. Regardez la Lune. Elle a également subi de nombreuses collisions. Mais là-bas, il n'y a pas d'océan, ni de plaques tectoniques en mouvement, ni même de vent pour effacer lentement, au fil de millions d'années, les cratères de sa surface. En gros, toute son histoire est gravée dessus. En revanche, la Terre possède des forces naturelles capables d'effacer des structures comme le dôme d'impact de Vredefort et le cratère de Chicxulub. Vous savez, celui qui témoigne de la fin des dinosaures. Heureusement, les scientifiques disposent aujourd'hui de nouvelles méthodes pour déceler d'anciens cratères. Ils se concentrent souvent sur les matériaux projetés lors des impacts. Le continent australien est particulièrement intéressant, car il s'agit d'un véritable terrain de golf pour les impacts d'astéroïdes. Le supercontinent de Gondwana dominait le Sud il y a des centaines de millions d'années, notamment pendant la période du Dévonien. Les experts y ont identifié environ 38 impacts d'astéroïdes. De plus, ils soupçonnent l'existence de 43 autres sites potentiels. Certaines de ces structures sont relativement petites, tandis que d'autres sont énormes et entièrement cachées. Récemment, un scientifique du nom de Tony Yates a découvert d'étranges motifs magnétiques souterrains
en Nouvelle-Galles du Sud. Ces nouveaux indices pointent vers un impact gigantesque. Et quand on dit gigantesque, ce n'est pas une plaisanterie. Il s'agit d'une structure de 520 km de diamètre. Ce pourrait bien être le plus grand site d'impact jamais découvert. Ce site est appelé la structure de Deniliquin. Ces motifs magnétiques révèlent des ondulations caractéristiques autour du centre, similaires à celles créées par une pierre jetée dans l'eau. Il y a également des fractures qui s'étendent vers l'extérieur depuis le centre. Et des roches provenant du sous-sol semblent avoir été poussées à l'intérieur. C'est typique des grands impacts d'astéroïdes. Cette structure se situait probablement dans l'est du Gondwana il y a des centaines de millions d'années, bien avant la fragmentation du supercontinent en plusieurs îles, parmi lesquelles l'Australie. Pour le moment, tout ce que nous savons sur ce cratère provient de ce que nous pouvons observer en surface. Pour obtenir plus d'informations et des preuves concrètes, nous devrons forer dans le sol. Un astéroïde de cette taille n'est pas à prendre à la légère. Il aurait pu provoquer une ère glaciaire de grande ampleur et peut-être même anéantir environ 85% des espèces, surpassant l'impact de l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures. En 4,5 milliards d'années d'existence de notre planète, elle a été frappée par des centaines de gros astéroïdes. Cependant, cela ne signifie pas que chaque roche spatiale qui entre dans notre atmosphère atteigne le sol. La plupart de celles qui réussissent à traverser l'atmosphère sont relativement petites, environ 1 mètre de diamètre. Heureusement pour nous, les roches spatiales de moins de 25 mètres de diamètre ne parviennent généralement pas à franchir l'atmosphère de notre planète. Ces roches arrivent à grande vitesse, chauffant les gaz de l'atmosphère, ce qui finit par les brûler. Une fois qu'elles entrent dans notre atmosphère, elles se transforment en météores. Et dans la plupart des cas, elles ne causent pas beaucoup de dégâts, voire aucun une fois qu'elles sont tombées. Nous avons connu des impacts bien plus importants sur Terre par le passé. Au moins 190 d'entre eux ont laissé des cicatrices encore visibles aujourd'hui. L'un des plus grands se trouve en Afrique du Sud, le dôme de Vredefort, qui mesure 160 km de diamètre. C'est actuellement le plus grand connu, bien que les scientifiques doivent encore se pencher plus en détail sur ce nouveau cratère découvert en Australie. Le dôme de Vredefort s'est formé il y a environ 2 milliards d'années, causé par un astéroïde probablement plus grand que celui qui a exterminé les dinosaures. Lorsqu'un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre, ses effets peuvent être dévastateurs à l'échelle mondiale. Cet impact était si puissant qu'il a pu provoquer des incendies partout et projeter d'énormes quantités de poussière dans l'atmosphère. Avec autant de matière pour masquer la lumière du Soleil, le climat de la planète a pu être bouleversé pendant des mois, voire des années. Nous avons aussi l'astéroïde le plus célèbre, celui qui a créé le gigantesque cratère de Chicxulub et ses 180 km de large. Vous connaissez l'histoire, il s'est écrasé sur notre planète il y a 66 millions d'années, alors que les dinosaures gambadaient gaiement, en quête de nourriture et de partenaires, en gros, vivant leur vie. L'impact en lui-même n'a pas exterminé les dinosaures immédiatement. Il a projeté de nombreux débris dans l'espace qui, en retombant sur Terre, ont provoqué des incendies partout. L'impact a également soulevé un immense nuage de poussière qui a couvert la planète pendant des années, bloquant la lumière du Soleil et perturbant les plantes et toute la chaîne alimentaire. Même ceux qui ont survécu à l'impact ont eu du mal à trouver leur nourriture et ont fini par disparaître. Heureusement, ils nous ont laissé de nombreux fossiles et sont devenus une inépuisable source d'inspiration pour le cinéma. Il y a 1,8 milliard d'années, au Canada, un autre événement majeur a laissé un grand trou, aujourd'hui connu sous le nom de bassin de Sudbury. Les gens pensaient autrefois que c'était un astéroïde, mais certains experts pensent à présent qu'il pourrait s'agir d'une comète gigantesque composée de glace et de roches. Ce trou a pratiquement disparu aujourd'hui, en raison des conditions météorologiques. Toutefois, on peut encore y extraire du fer et du nickel, tout en excavant les restes de l'objet spatial qui y est tombé. Si vous vous rendez dans le sud de l'Inde, vous découvrirez le cratère de Lonar. Les habitants de la région l'ont découvert il y a 2 siècles, en 1823, et pensaient qu'il s'agissait d'un volcan. Mais nous savons maintenant qu'il s'agit d'une trace laissée par un météore qui s'est écrasé il y a environ 35 à 50 000 ans. Ce qui rend ce cratère unique, c'est qu'il est le seul connu à s'être formé dans une roche basaltique. Autour de ce cratère, on trouve des collines boisées, où vivent des paons et des gazelles. Les oiseaux apprécient également de visiter le lac situé à proximité pendant l'hiver. Ce dernier est tout à fait fascinant, car il peut prendre une teinte rose en raison de la présence de minuscules organismes, bien que cette coloration soit éphémère.